dont je ne parlerai pas. Je ne vais pas parler de la révolution en tant que telle. On est à bout, on va parler de boucle. Tout ce qui est révolution, je vous renvoie au manuel scolaire, à vos livres préférés. Vous verrez la révolution par vous-même. Je ne parlerai pas de tout ce qui se trouve au château en exposition. Je ne vous parlerai pas de ce qui se trouve au premier étage sur les panneaux qui ont été faits par les généalogistes de la DSB, puisque vous avez d'autres sources de renseignements. Je ne m'étends pas ni sur les Bastides, ni sur la fabrication des Indiennes, ni sur les éléments de la Révolution, la prise de la Bastille, etc. Vous n'en avez pas parlé, vous allez entendre parler de boucs et des bouquins. Voilà. Je voulais vous dire que pour faire cet exposé, bon, je me suis appuyé évidemment sur mes propres recherches en 1989 pour le bicentenaire. J'avais travaillé sur les registres des délibérations municipales. C'est vraiment les délibérations municipales de Bouc. Je me suis appuyé également sur le travail de Bouc Memory sur le château, mais je ne vous parlerai pas du château. Je vous renverrai à Bouc Memory et à leur travail. Je me suis appuyé pour certaines anecdotes sur le petit livre de Jean-Louis Pietri sur Bouc-Bel-Air et sur les articles de François-Xavier Emmanueli qui a travaillé sur les cadastres de Bouc-Bel-Air à l'époque moderne. Voilà, c'est donc essentiellement avec cela que j'ai fait l'exposé qui va suivre. Évidemment, je me suis aussi appuyé sur tout ce qui est, c'est très ennuyeux, je me suis appuyé sur les ouvrages généraux concernant la Révolution et l'histoire de France à l'époque. Alors, pour ce qui est de Bouc-Bel-Air et de la Révolution, évidemment, il faut parler de 2-3 éléments, non pas politiques, ça c'est en général ce qu'on vous rebat les oreilles quand vous êtes au lycée, au collège, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ce qui a amené la crise profonde du pays, c'est-à-dire les problèmes qui ont provoqué la crise agricole et la crise économique. Et très souvent, on oublie que, eh bien, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui, que c'est tout simplement les éléments, le climat, qui amènent les premiers problèmes. Les premiers problèmes, ils ont lieu à partir de 1785, des sécheresses, des inondations, des orages de grêle, des très mauvaises récoltes. Donc, les pires ont lieu en 87 et 88. Et là, il y a une succession à la fois de grêle, d'inondations, d'hivers très froids, qui va complètement non seulement démoraliser, mais déstabiliser l'économie du pays, parce que, n'oubliez pas, à l'époque, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas d'indemnité de toutes sortes, donc quand vous n'avez pas de récolte, vous ne mangez pas, quand vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, quand vous ne mangez pas, au bout d'un certain temps, vous crevez ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, l'hiver 88-89 est le plus rigoureux en France depuis 1709. 1709, c'est sous Louis XIV, on appelle ça le grand hiver, on appelle ça aussi le petit âge glaciaire, parce que ça a été absolument horrible. Il y a des textes qui expliquent que les oiseaux tombaient, mouraient en volant de froid, et donc tombaient comme des pierres. Eh bien, 1788-89, c'est à peu près la même chose. En Provence, tous les oliviers gèlent, par exemple. Et donc tout cela pose de sérieux problèmes. Ces problèmes sont relayés par le problème de la spéculation. Parce que bien sûr, ceux qui ont les moyens, au moment des récoltes, achètent les récoltes au plus bas prix possible, le stock, et le revendent quand, évidemment, tout le monde demande des grains. Bon, ça a été le cas un petit peu d'Albertas. Il a fait comme les autres, il a acheté, puis il a revendu en spéculant. Donc tension très forte, qui va amener le roi, qui a d'autres problèmes, évidemment, je ne détaille pas les problèmes politiques, mais qui va amener le roi à réunir les États généraux. Et donc, ces États généraux, pour être réunis, alors, les 3 ordres, vous connaissez, noblesse, clergé, tiers État, et donc, pour réunir ces États généraux, on va aussi rédiger des cahiers de doléances. On en reparlera à plusieurs reprises de ces cahiers de doléances. C'est pas une nouveauté, ça date du XIVe siècle. En fait, les États généraux les réunissaient chaque fois que le roi avait des problèmes. De gros problèmes. Bon.
il fallait négocier de nouveaux impôts avec les États, et par conséquent, il fallait faire des concessions. Évidemment, s'ils acceptaient des impôts, donnant, il fallait un petit peu négocier quelques libertés par-ci par-là. Donc, les rois n'aiment pas ça. Les derniers États généraux avaient été réunis en 1614 au début du règne de Louis XIII. Depuis, on n'en avait plus réunis parce qu'on estimait qu'il fallait laisser ça de côté. Donc, on les réunit, et donc on va évidemment élire les députés et rédiger ces fameux cahiers. Alors, pour rédiger les cahiers, puisqu'on va en parler de celui de Bouc, il y avait les cahiers de la noblesse, les cahiers du clergé, bien sûr, les cahiers du tiers. Et les cahiers du tiers étaient, bien sûr, comme on estimait qu'ils étaient un peu moins doués que les autres, étaient rédigés en plusieurs étapes, contrairement à ceux de la noblesse ou du clergé. Il y avait des assemblées primaires, dans le village de Bouc, par exemple. Assemblée primaire, on rédige. Ensuite, on envoie ça à Aix, deuxième étape. Là, on fait des synthèses. Vous connaissez les synthèses un peu partout. Hein. Donc, en faisant des synthèses, on élimine ceux qui ne plaisent pas trop, etc. Et puis, lorsqu'il y a des villes comme Marseille, là, il y avait une assemblée intermédiaire, parce qu'il y avait des cahiers de quartier, ensuite on faisait le cahier de la ville, et ensuite ça partait à la généralité. Donc voilà, les cahiers de doléances, ce sont quand même des formidables révélateurs de l'état du pays, même s'il faut évidemment interpréter, parce que, encore une fois, je répète, on gomme les différences et on fait ressortir certains intérêts qui rédigent, pas le paysan du coin, bien sûr, ce sont ceux qui savent écrire, ce sont ceux qui savent écrire, pardon, ce sont ceux qui ont les moyens. Donc les cahiers reflètent essentiellement l'intérêt des riches, pas obligatoirement des nobles, mais en tout cas des bourgeois ou des riches paysans. Et par conséquent, tous ces cahiers reflètent la bourgeoisie plus que la paysannerie ou le peuple à proprement parler. Donc, lorsque je vais essayer de passer dessus, parce que là je ne suis pas très doué et je n'ai pas de calculateur, ceci, la deuxième, on n'en parle pas, j'ai effacé. Donc après la réunion des États généraux, vous le savez, la population parisienne réagit assez violemment aux différentes étapes. Je vous rappelle, réunion des États généraux, serment du jeu de paume, tension entre la noblesse, etc., et prise de la Bastille. Tout simplement, la population parisienne réagissant contre ce qu'on a appelé le complot aristocratique. Du coup, après cette prise de la Bastille, c'est à ce moment-là que Lafayette crée les gardes nationales. Et c'est lui aussi qui invente la cocarde tricolore le 17 juillet, juste après la prise de la Bastille. À partir de là, le choc de la nouvelle se répand en province, mais au rythme, évidemment, on y reviendra, au rythme des chevaux, au rythme des malle-poste, tout ce que vous voudrez. Et pendant l'été 89, il va y avoir ce qu'on a appelé la Grande Peur. Alors, cette Grande Peur, je ne sais pas très... Bon, ça part de Paris et ça file dans les provinces. Alors, vous voyez, la Provence est touchée. Il y a des régions moins touchées, comme le Languedoc, mais la Provence est touchée. À côté, vous avez une illustration sur on brûle les châteaux, les nobles commencent à fuir, certains en tout cas, etc. Donc, pour calmer les populations, alors, la Grande Peur, c'est un petit peu, c'est lié à la déformation des événements. Évidemment, les gens racontent un petit peu des histoires, ils entendent des bruits, on appellerait ça des fake news aujourd'hui. Ça arrive déformé, ça arrive amplifié, ça arrive de tous les côtés. Donc, fausses nouvelles, les rumeurs, oui. Les fake news, c'est tellement mieux aujourd'hui du fake news, vous savez. Je peux faire un peu de droit quand même, non? Donc, après cela, on aura la nuit du 4 août pour abolir les privilèges, bien sûr. Mais pendant cette période, la Provence est en ébullition, bien sûr, pendant toute cette période. Alors là aussi, je vais très très vite parce que je ne vais pas développer là-dessus. Dès le printemps 89, un peu partout, vous avez des soulèvements populaires, vous avez des émeutes, ce qu'on appelle les émeutes de subsistance. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien dans les greniers, donc
dès qu'on apprend qu'il y a un peu de farine ou de pain quelque part, eh bien, tout le monde se précipite. Et ça se termine par des émeutes. Alors il y a des émeutes à Arles, moi en particulier en mars 89, il y a des émeutes à Arles. Il y en a à Sisteron, là c'est l'évêque qui se fait traiter d'accapareur et qui va se faire bombarder de pierres, etc. À Aix également, les greniers sont pillés. Nous sommes toujours en mars. Marseille également va se retrouver au centre d'une révolte. Et donc on peut dire qu'à la fin de l'été 89, la Provence est véritablement dans la révolution. Je ne vais pas détailler toutes les émeutes, vous avez des panneaux au château concernant tous les événements provençaux de 89, 90, etc. Alors, pour en arriver à Bouc-Bel-Air même, le problème est de savoir comment on arrive à Bouc-Bel-Air. Bouc-Bel-Air, c'est un village, on a des chemins, on n'a rien d'autre que des chemins à l'époque. Donc on ne vient pas de train encore, on ne vient pas en avion, c'est sûr aussi. Alors c'est très vilain, je vous l'accorde, c'est à peu près le terroir de Bouc-Bel-Air avec les axes principaux et les ruisseaux et rivières. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, le site de Bouc-Bel-Air, vous avez le grand chemin Aix-Marseille qui est là. Bouc est à la frontière avec ce qu'on appelle la zone franche de Marseille parce que depuis Louis XIV, Marseille est une zone franche, ne paie pas d'impôt sur les produits. Donc tout ce qui rentre à Marseille et qui repart de Marseille, normalement, est en zone franche, sauf si ça rentre, évidemment, sur le territoire. Et là, il y a ce qu'on appelle les octrois. Et donc les octrois sont à la limite, je vous en parlerai tout à l'heure, de Bouc-Bel-Air. Donc, il y a la proximité d'Aix, ce qui fait qu'on va voir que les riches bourgeois d'Aix viennent volontiers s'installer à Bouc, parce que Bouc est réputé pour être une ville verte, une ville fraîche, une ville qui a des ruisseaux, des terres riches. Et donc, voilà, les riches marseillais aussi viennent un peu loin. Alors, c'est un territoire communal qui est bien typé parce que vous avez trois zones. Donc, vous avez évidemment le village lui-même, la butte. Ensuite, vous avez des zones avec les valas, qui sont des zones très irriguées, donc terres riches et qui coûtent cher, qui permettent de cultiver avec des jardins, enfin ce qu'on appelle les jardins à l'époque, on appellerait ça aujourd'hui des cultures maraîchères, et des vergers, donc vous avez la zone du verger ici, l'autre de l'autre côté avec le grand Valas, et vous avez donc les grands axes routiers ici, Marseille, vous avez celui qui va sur Gardanne et la route qui va vers Signes, entre autres. Et puis, dans cette zone ici, c'est la zone dite sèche, les terres blanches, les bâtis également. Voilà, donc, si on regarde de façon rapide les cadastres de l'époque, eh bien, on s'aperçoit qu'on a justement ces curiosités ici, c'est-à-dire ces zones de grandes bastides, de grands jardins, de terres ayant une très forte valeur ajoutée. Et si on photographie le terroir, on s'aperçoit que à peu près 65% de la terre est cultivée en céréales, ce qui est logique pour le XVIIIe siècle. Ensuite, on a ce qu'on appelle les prés pour les packages, la vigne, bien sûr, les jardins, les vergers, parce qu'il y avait beaucoup de vergers, de fruitiers, et l'olivier sur les terres les moins riches. Voilà à peu près, si vous voulez, le terroir bouquin à ce moment-là. Bon, alors vous avez la trilogie méditerranéenne, c'est-à-dire olivier, céréales, vignes, et en plus, donc, le reste, enfin, les jardins et les vergers, qui ont donné d'ailleurs leur nom à certaines propriétés, à certains quartiers. Quelle taille ont les propriétés à Bouc-Bel-Air? Alors, les spécialistes ont fait des calculs savants. Il fallait à peu près 1 hectare pour un couple sans enfants pour arriver à subsister, pas plus. Donc, à peu près 50% des bouquins possèdent à ce moment-là au moins 1 hectare. Après, vous avez évidemment des propriétés plus ou moins grandes,
Et pour ce qui est des gros propriétaires, au moment de la Révolution, il y en a à peu près 23. Mais là, sont déjà dans de la très grosse propriété. Je n'ai pas le temps de le détailler, donc je vais passer ça. Alors on en reparlera si vous voulez poser des questions après là-dessus. On peut détailler la propriété des Albertas, par exemple, qui possédait évidemment plus de 200 hectares, plus tout un tas de constructions. Alors, pour accéder à Mons, on a les routes et les chemins. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement la route. Actuellement, pour faire Paris-Marseille, 7-8 heures en voiture, en ne tenant pas trop compte des radars. Avant l'autoroute, 10-12 heures, on arrivait. Au XVIIIe siècle. Et avant le XVIIIe siècle, c'est quand même beaucoup plus long. Alors, oui. C'est à partir de Louis XIV qu'il y a une politique de la route en France. Avant, on avait des chemins, et je dirais même au Moyen-Âge, la seule route empierrée, pavée, c'était de Paris à Orléans. On appelait ça le chemin du roi, et c'était le seul chemin qui était empierré. Donc, politique de Colbert et de Louvois au XVIIe siècle, on met en place des routes empierrées, mais la technique n'est pas bonne, ça s'abîme vite, il y a des ornières, et ça coûte très cher. Il faut attendre Louis XV pour à nouveau avoir une politique, on va dire, de réseau, en quelque sorte, pas au sens XXe siècle quand même, hein, mais une politique de route, de voie rapide, parce qu'on veut pouvoir communiquer plus vite avec les campagnes. Et pour communiquer plus vite, eh bien, on va créer les hipporoutes. Eh oui, hipporoutes pour, évidemment, voiture à cheval, comme il se doit. Mais il faut que ce soit rapide, c'est-à-dire qu'il faut que ces voitures puissent rouler au galop. Et pour rouler au galop, alors en 1738, il y a une instruction du contrôleur général Auril, à l'époque, qui va créer la corvée des chemins, parce qu'il faut de la main-d'œuvre pour créer ces routes. Et donc, pour fournir de la main-d'œuvre gratuite, bien sûr, parce que sinon ça coûte trop cher, eh bien, on impose la corvée des chemins aux paysans. Ils sont contents, les paysans, je peux vous le dire. Ils sont réquisitionnés en permanence pour construire ces routes. Alors, on a les grands chemins, les fameuses hipporoutes, qui devaient faire 19 mètres de large, presque autant que les autoroutes, 60 pieds de large. Ensuite, on avait les chemins qui faisaient 36 pieds de large, c'est-à-dire presque 12 mètres, et puis les chemins vicinaux, les petits chemins. Donc, évidemment, là, des petits chemins, ils ne sont pas contents d'ailleurs, le bouquin, on le verra. Donc, si on regarde simplement la route Aix-Marseille, c'est une route de première classe, de grande circulation. Mais elle n'est pas aux normes, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la largeur voulue, mais tant pis. Elle se prolongeait de l'autre côté, on n'a pas le temps de voir comment elle se prolongeait, mais sur Aix-Marseille, vous quittiez Aix pour venir vers Bouc, vous quittiez Aix à la place de la Rotonde. La place de la Rotonde, elle a été édifiée en 1782. C'est tout récent, elle est toute neuve. De là, vous prenez le chemin qui passe par le Mont Perrin. C'est une toute nouvelle route qui a été tracée aussi dans les années 1780. On passe par le pont sur l'Arc, qui existe, et on atteint Luynes. Luynes, c'est un petit village dont le nom a été donné par un propriétaire de ferme au XVIe siècle. Il y a M. Luynes qui s'est installé, là il y avait juste une ferme, et donc ça a donné le nom au lieu-dit. Ensuite, vous arrivez à la Mounine, pas passant par les Trois Pigeons, vous arrivez à la Mounine. Alors la Mounine a été défrichée depuis le XIe siècle, parce qu'il y avait des marécages avant. C'est une terre très riche, donc il y a des agriculteurs très aisés qui se trouvent dans ce quartier-là. Et vous le savez, je pense, d'autant plus mieux maintenant avec le rond-point, que la Mounine, le nom de la Mounine a été donné par une certaine Guenon qui se trouvait dans un cabaret dont on reparlera un peu plus tard. Ensuite, si on continue sur cette route, on trouve après, je ne sais plus si ça marche pas, on trouve après dans cette zone la Croix d'Or. Donc la Croix d'Or, on y reviendra aussi, puisque ça appartient au parc d'Albertas. Et enfin, au bout, le quartier du Pin, Porte Rouge, avec un énorme relais de poste, on en parlera de 3 minutes. Vous dépassez le Pin Porte Rouge, vous arrivez à Septème. Alors pourquoi Septème? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Septème? Parce que
Pas tout à fait. Enfin, ça date de l'époque romaine, parce que Septème passe la route romaine, la voie aurélienne passait par là, et là, il y avait la 7e borne milliaire, c'est-à-dire les bornes romaines qui marquaient donc toutes les lieux romaines, chaque lieu il y avait une borne, et c'était la 7e borne, d'où le nom de Septème. Voilà. Donc une fois que vous avez passé Septème, eh bien, vous continuez un petit peu. Alors cette route au niveau de Septème, entre Bouc et Septème, est pitoyable. Et on le sait parce qu'Arthur Young, qui voyage en France entre 1787 et 89, est passé en Provence, a voyagé en Provence pendant l'été 89. Et voilà ce qu'il dit, Arthur Young: le pays tout entier est cultivé en vignes et oliviers, il est dénué de tout intérêt. La plus grande partie de la route est laissée dans un état scandaleux pour l'une des plus grandes routes de France. Par endroits, elle n'est pas assez large pour permettre à 2 voitures de passer convenablement de front. Là, c'est quand il passe entre Bouc et Septème qu'il décrit cette route absolument épouvantable. Et on arrive à Marseille par Notre-Dame limite. Alors Notre-Dame limite, pourquoi? C'est la limite de Marseille, c'est à peu près à 10 km du centre. Ça s'est appelé Canlon, ça s'est appelé Toulon, ça s'est appelé Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame de la Douane, et enfin Notre-Dame limite, parce que tout simplement, il y avait la douane. C'est-à-dire quand on sortait de Marseille, on payait les taxes dans ce lieu-là. Et donc on payait à Notre-Dame limite, et puis ensuite, à Bouc également, il y avait des contrôles d'octroi, des péages, donc on y reviendra. Voilà, et il y avait un bureau de douane. Donc. Voilà, alors il semble qu'il y ait eu des travaux sur ces routes dans les années 1760, mais manifestement ça n'a pas suffi, c'était abominable, et les bouquins protestent en permanence. Alors, combien de temps mettons pour faire ce trajet? Parce que je vous ai parlé de trajet, j'insiste un peu parce que c'est quand même important, les routes, et c'est un des gros problèmes bouquins. On a des guides routiers au XVIIIe siècle qui nous disent que, un qui s'appelle d'ailleurs l'indicateur fidèle, donc voilà, vous avez le nouvel itinéraire général, donc il y a déjà des, on peut appeler ça le guide de routard de l'époque si vous voulez, donc qui indique exactement où l'on va, comment on y va, etc. Donc Paris-Toulouse, 1765, 15 jours, 1780, 7 jours, on a sérieusement réduit, justement avec les fameuses hipporoutes qui ont été créées. Paris-Bordeaux, c'est 14 jours en 1765, 5 jours en 1780 à peu près. Paris-Marseille, eh bien vers 1730, c'est 3 semaines, 1760, c'est 15 jours bien tapés, 1780, c'est 6 jours. Donc là aussi, on a fortement réduit la durée du transport. Pourquoi? Eh bien, grâce à la route des postes, ce qu'on appelle la poste aux chevaux. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un système qui permettait de changer les chevaux tous les X lieux, de manière à ce que les voitures soient toujours au grand galop. Évidemment, ça épuise les chevaux, donc il faut les changer souvent. Donc il y a des relais de poste. On change les chevaux, on met des chevaux frais, et on repart, et on continue. Alors normalement, la poste aux chevaux, qui est tenue évidemment par des maîtres de poste, alors les maîtres de poste, ce sont des aubergistes, ce sont des fermiers importants, ce sont des nobles comme Albertas qui avaient évidemment pour le relais. Ils mettent un certain nombre de chevaux à la disposition du système, et ils sont rétribués pour cela, évidemment. Et donc, les relais sont c'est à peu près tous les 28 km, c'est-à-dire en relais, c'est toutes les 7 lieues. Une lieue, 4 km, 7 lieues, à peu près 28 km. Donc normalement, tous les 28 km, vous avez en relais, on change les chevaux, et on roule, on roule, on roule. Ces chevaux, évidemment, font la durée du relais, on les change, et on les ramène au relais précédent. Alors, c'est pour ça que vous avez souvent sur des gravures, vous avez ces fameuses mallepostes avec le cocher qui est assis sur le siège de la malleposte. Et par contre, devant, sur le premier cheval de tête, vous avez un postillon qui, lui, est chargé de guider les chevaux, mais surtout de ramener les chevaux après au relais précédent, c'est-à-dire à leur propriétaire. Et ces postillons, ils sont équipés de bottes très lourdes, très grosses,
parce qu'ils sont devant, donc ils reçoivent des branches, des cailloux, tout ce que vous voulez. Et c'est pour cette raison que vous avez certains contes qui vous parlent des bottes de 7 lieues, tout simplement. Parce que les bottes de 7 lieues, ce sont les bottes du postillon. J'en suis où là Donc les chevaux, pendant ces relais, vont à ce qu'on appelle la vitesse du galop de la poste. Et le galop de la poste est encore plus rapide, puisque pour que ça aille plus vite, on a multiplié par 2 les relais. C'est-à-dire que les relais, normalement, c'est tous les 28 km. Pour la poste royale, on a un relais tous les 14 km. Et on change les chevaux tous les 14 km. Voilà. Et ça va très vite. Donc, relais de poste, ils sont évidemment très nombreux. Et tout à l'heure, nous avions la carte de Book. Un relais de poste, ça demande énormément d'équipement. Vous avez les écuries pour les chevaux, vous avez bien sûr tout ce qu'il faut à côté, les greniers, les greniers à froid et tout. Il vous faut un maréchal ferrant pour les fers, etc. Il faut un bourrelier, il faut un atelier pour réparer les voitures qui peuvent avoir un accident. Et on sait qu'il y a eu des accidents comme celui de Casanova dans les années 1760, puisque Casanova est passé dans le secteur et il y a eu un petit problème du côté de la Malle, certainement. Il faut évidemment une auberge, parce que imaginez-vous dans ces malles-postes secoués, les suspensions sont quand même limites. Donc, évidemment, les gens voulaient pouvoir se reposer et se restaurer. Et donc, nous avons des relais, des auberges, des tavernes et des cabarets, et là, on est dans une situation différente. Alors, selon la réglementation royale, seules les auberges peuvent héberger des gens, les faire manger, les faire boire, et surtout les faire dormir. Et il faut savoir que depuis 1577, les aubergistes doivent avoir un registre pour inscrire le nom de tous les voyageurs qui passent chez eux. C'est pas si très vieux cette technique. Tout simplement pour savoir qui vient. Elles sont reconnaissables avec souvent des enseignes, bien entendu. Alors là, simplement un petit détail. Vous avez un relais de poste et vous avez ici, là, les bottes du postillon qu'il a quitté tout de suite après être descendu de cheval parce que c'était tellement lourd qu'il les enlevait dès qu'ils arrivaient, évidemment. Alors, là, celui-ci n'est pas de la région, comme il se doit. Donc, ces auberges sont reconnaissables à leurs enseignes, et vous avez vu tout à l'heure l'indicateur fidèle. À partir du XVIIIe siècle, eh bien, les aubergistes font passer des annonces, exactement comme dans le Petit Futé, c'est-à-dire qu'ils font passer des annonces pour donner la qualité de leur chambre, la qualité de leur repas, pour dire venez chez nous et pas ailleurs, évidemment. Donc il y a des remarques avec des sortes de bonifications, exactement comme des petites étoiles, pour dire que si ça va. À côté des auberges, vous avez également des cabarets. Alors les cabarets, eux, vendent des boissons et servent également des repas. La plupart du temps, ce sont des femmes qui les tiennent, ces cabarets, en bord de route. Certains ont des chambres. La Mounine était connue pour ça. Il y avait un cabaret très célèbre où les Aixois venaient s'encanailler. Et qui a... Comment? Les Marseillais aussi, oui. Mais les Aixois étaient plus près, donc ils venaient d'autant plus facilement. On peut y jouer aussi. Donc parfois ça a mauvaise réputation. Et puis il y a également les tavernes. Alors les tavernes, c'est celles qui ont le plus mauvaise réputation. Là, en général, quand on parle de taverne, l'ambiance est différente. Alors si on se contente de Book pour essayer de suivre un petit peu ce qu'il pouvait y avoir à Book, eh bien alors, il y avait au moins un cabaret aux 3 pigeons. En cherchant bien, je me dirais tout à l'heure, j'ai deux noms de relais, enfin deux noms là qui... C'était peut-être celui du Cheval Blanc. Ensuite, le cabaret de la Mounine. Ensuite, on a le relais de la Croix d'Or, qui appartient au marquis d'Albertas, qui tient une auberge
à l'enseigne du loup rampant, et le loup rampant, c'est tout simplement les armoiries d'Albertas. Ensuite, vous avez le château de la Malle, qui était également à la fois une auberge et un relais. Au Chabourg, on sait qu'il y avait un cabaret, qui était tenu par Gaspard Guichard. C'est peut-être le cabaret de l'âne qui boite. Alors j'ai un doute entre les trois pigeons et celui-là. Je ne sais pas lequel est celui du cheval blanc et celui de l'âne qui boite. Voilà. Et puis enfin, le plus important, c'est le relais du pain Porte-Rouge. Là, c'est un énorme relais de poste qui va devenir ensuite la poste au XIXe siècle. Et celui-là, on sait qu'il était très beau, puisque quand on va réquisitionner les chevaux sous l'époque dure de la Révolution, eh bien on va réquisitionner 24 chevaux, rien que sur le relais du pain Porte-Rouge. Donc ça, c'est le relais le plus important. Non. Là, ça, c'était les bâtiments d'Albertas et les écuries et les communs. Non, il n'existe plus, il était plutôt vers ce qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Baqui, à peu près. Mais c'est quand même le même quartier, c'est vraiment très proche. Voilà, donc là, je vous ai... on est passé sur la route. On va essayer de monter au village. Le village lui-même, alors, là... Excusez-moi. L'image cadastrale que je vais vous montrer n'est pas de la Révolution, elle date... Voilà. Cette image du cadastre, qui n'est pas très jolie, date de 1834, mais il n'y en a pas du village même avant. Alors à quoi ça pouvait ressembler? Bon, vous le voyez, ça n'avait pas beaucoup changé entre les années 1790 et les années 1830, hein, sinon que les remparts avaient quasiment disparu entre-temps. Donc vous avez ici le village qui se serre autour du rocher central. Là, vous avez la zone du vieux château. Et là, vous avez l'église. Donc, la séparation entre le village et le terroir en lui-même est quand même très nette, si vous voulez. Donc, vous avez à l'ouest, ici, dans cette zone, actuellement, ce sont les rues du Liseron et la rue de... je ne sais plus, excuse-moi, de Minuit. Rue de Liseron, rue de Minuit, c'est à peu près la limite du village à ce moment-là. Au sud, c'est vide, hein, ce qui est aujourd'hui, là où nous sommes actuellement, la place de la mairie, etc. Ce sont des zones vides, dans les limites des champs ou des zones de package. Au nord, le cours du ferrage actuel est au-delà des remparts. Les remparts étaient un petit peu en avant par rapport au cours du ferrage. Et la zone la plus bizarre, en fin de compte, parce qu'on ne sait pas trop où s'arrête le village, c'est bien cette zone est. Alors, il y a ici un bâti, ça s'appelle déjà Versailles. Il n'y a pas beaucoup de maisons, mais il y en a quelques-unes. Ensuite, au-delà, dans cette région, ici après, vous avez ce qu'on appelle les terres blanques. Là, vous avez la zone de Sainte-Anne qui est complètement isolée, évidemment, par rapport au village. Vous avez la zone des airs, ici, là où on battait le blé, qui est actuellement la traverse Jean Jaurès, la zone qui est face au cimetière actuel, si vous voulez. Voilà. Et puis, il y en a également voilà, ici, quelques bâtis. Mais c'est encore très flou. Donc voilà à peu près ce village tel qu'il est. Il a encore il a ses murailles, 3 portes pour le fermer, 3 places. Dans ces places, il y a la placette, la place de l'église, la place de l'horloge. Alors, la place de l'horloge, et bien entendu, c'est totalement anachronique. Nous sommes d'accord. Parce que voilà. Alors, vous doutez bien que ça ne date pas de la Révolution. La tour date de la Révolution. Enfin, la tour était déjà là, évidemment. La carte postale date des années 30 ou 40, je pense. Donc, cette tour de l'horloge, avec son beffroi, et puis la fameuse horloge, et il y avait, on le verra, un remonteur d'horloge pour le
mécanisme, qui se trouvait pas très loin de la mairie de l'époque, puisque c'était dans ce secteur qu'il y avait la mairie. Et donc 3 places, la placette, la place de l'horloge, la place de l'église. Une quinzaine de rues, qui n'ont pas toujours un nom. En 1790, d'après le cadastre, il y avait 182 maisons. 182 maisons avec les unes sans étage, 2, 3, 4 étages. Il y en avait 4 qui avaient 15 qui avaient 4 étages. Le vieux château est toujours là, mais totalement ruiné en fait. Alors, même chose, la photo que je vais vous présenter, là c'est l'état du château début XXe siècle, avant toute restauration. Et oui. Alors, on a réussi à en faire quelque chose depuis. Donc, ce château, il est ruiné, certes, mais à l'origine, alors, je vais très vite, puisque vous avez le travail de Bucco Memori, je ne vais pas tout reprendre, mais à l'origine, c'est un castrum depuis le IXe siècle. Il est répertorié en tout cas comme étant de 405 mètres carrés, 3 niveaux. Il y avait également une écurie, un grenier, un colombier, une terrasse, une tour à 2 étages, un pasquier, c'est-à-dire une zone pour faire paître les animaux, et une régale. Alors la régale en provençal, on sait que c'est une cour, ou une grande cour, quelque espace qui sert aux fêtes, etc. Ensuite, donc c'est quoi d'autre? C'est bien sûr l'église paroissiale. Donc là, vous avez l'entrée de Saint-André. Saint-André a été construite au XIe siècle. Bon, elle a été beaucoup remaniée, mais les bouquins de 89 pouvaient voir effectivement ce porche qui était déjà là. Celui-là n'a pas bougé. 200 mètres carrés, la maison curiale, sa cour, à côté. Accolée à l'église, la chapelle des pénitents blancs. Vous connaissez, puisque si, il n'y a pas de problème. Et qui appartient à Saint-Victor de Marseille, quand même, et qui a failli disparaître à cause de ça. Ensuite, vous avez la chapelle Sainte-Anne. La chapelle Sainte-Anne qui est donc sur un plateau de l'Ombre qui est complètement isolé par rapport au village, qui est la plus ancienne du village aussi, puisqu'on sait qu'il y a des pierres romaines de réemploi qui sont utilisées pour la construction de ces murs. Ensuite, il y a Notre-Dame de l'Espérance. Et alors, je vous ai présenté 2 photos, celle-ci qui est ancienne et une autre. Alors, en revanche, il y en a une des 2 sur les photos qui est à l'envers, puisque je peux remonter à la chapelle. Je ne sais pas si la croix est de ce côté ou de l'autre côté. Elle est de ce côté. Ok, donc vous allez voir la suivante qui, elle, a été présentée à l'envers. Donc, et ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, là vous l'avez version, je dirais, début XXe siècle. Et si vous regardez aujourd'hui, donc là la photo est à l'envers, c'est boisé. Non, elle est prise dans notre angle. La zone est boisée, alors que c'était complètement pelé. Voilà. Donc, les chapelles, la dernière chapelle dont je n'ai pas la photo, c'est la chapelle du domaine de Sousquière, qui est donc de l'autre côté, qui a été construite en 1039 sur l'emplacement en fait d'un monument très ancien, certainement gallo-romain. Donc voilà à peu près les églises et les chapelles. Alors pour Notre-Dame de l'Espérance, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 2 processions par an. Une procession une semaine après Pâques et une procession au moment de l'Assomption. Voilà. Donc il y avait 2 processions qui étaient organisées. Hormis les églises et les chapelles, évidemment, il y a des moulins. Je pense qu'on a suffisamment de restes de moulins. Ils se sont multipliés au XVIIIe siècle. Il y a le moulin de Pont-de-Bouc, il y a le moulin des Terres Blanches aujourd'hui. Hein. On a toujours la carrière du moulin donc, dans ce secteur. Il y a normalement 7 moulins à vent dans le village, à Sainte-Anne, à Porte-Rouge, en Toury, aux Terres Blanches, etc. Il y a des moulins à eau également, mais qui sont plus anciens et qui ne fonctionnent pas tout le temps, puisqu'ils sont sur les malas, et le seul qui fonctionnait a priori toute l'année, c'était le moulin de Sonagne. Les autres étaient plus ou moins temporaires. Voilà, donc j'ai fait une présentation un peu rapide du village. Il manque quelque chose, les Bastides. Les Bastides et tous ces bâtiments qui sont éparpillés sur le terroir
évidemment avec plus ou moins, je dirais, d'importance. Ces bastides, alors, au premier étage, vous avez donc les panneaux qui ont été faits par les gens de la DSB, les membres du club généalogie. Donc vous avez des panneaux au premier étage qui vous renseigneront de façon plus précise sur les habitants des bastides au XVIIIe siècle. Ce sont des demeures campagnardes, il y en a depuis le XVIe siècle. Ce sont des propriétés avec des fermes, mais aussi évidemment avec les maisons de maître plus ou moins importantes. Alors, la plupart du temps, les propriétaires ont donné leur nom à la Bastide et donc aujourd'hui au quartier, d'où les Callioles, Ratigard, Valtraux, Bergue, les Berriers, on pourrait en reprendre. Vous avez certaines Bastides qui sont encore plus importantes, comme la Babiole, comme la Bastide de la Salle, comme le château de la Malle, etc. Donc voilà, un village riche, au XVIIIe siècle, important, 1445 habitants, c'est le plus gros village entre Aix et Marseille. Un village qui est très bien situé, qui a une très bonne réputation sur le plan du mode de vie agréable à vivre, pour les propriétaires en tout cas. Bon, les bouquins avaient une autre réputation, hein. Vous savez qu'ils avaient une réputation de contrebandiers, quand même, largement établie, depuis le début du XVIIIe siècle. Alors, contrebandier pour un tas de choses, et vous avez également là-haut, justement, un panneau sur la contrebande des indiennes pendant cette période des indiennes, c'est-à-dire les tissus. Excusez-moi, je vais parler d'autre chose. Donc, un terroir prospère. Et l'on va voir un petit peu ce que devient Bouc-Bel-Air pendant la Révolution, puisque là on est toujours un petit peu devant la Révolution. Alors, très vite, pour vous expliquer comment fonctionnent les choses, on va voir dans un premier temps la vie municipale. Pour comprendre cette vie municipale, je vais faire juste petite analyse, mais 2 minutes, sur ce qui se passe avant la Révolution pour comprendre après comment ça se passe. Donc avant la Révolution, le découpage administratif de la France est tout simple. Il y a ce qu'on appelle 33 généralités. Les généralités, c'est, on va dire, les provinces, c'est à peu près l'équivalent des provinces. À la tête de ces généralités, il y a des intendants, on appellerait ça des préfets, puisque de toute façon, après la Révolution, on a mis en place les préfets, enfin, pardon, Napoléon a mis en place les préfets, mais il a gardé à peu près la même structure. Et dans certaines généralités, il y a des assemblées consultatives de nobles, de clergés et du tiers-état. Mais de façon bien antérieure, il y avait ce qu'on appelait les États provinciaux, c'est-à-dire, et qu'on a appelé après les pays d'État, c'est-à-dire des États des pays qui avaient négocié avec le roi le droit de discuter directement avec l'administration, c'est-à-dire avec les intendants, en particulier pour les impôts. Et la Provence fait partie de ces pays d'État. Pays d'État, donc, qui permettaient d'avoir un peu plus de liberté, un petit peu plus d'autonomie. Alors, au moment de la Révolution, il n'y en a plus beaucoup, il y en a 4. Hein. Il y a la Provence, le Languedoc, la Bourgogne, la Bretagne. Voilà. Et donc, la Provence pouvait discuter un petit peu des impôts, et c'est quand même important. Autre structure administrative, au-dessous des généralités, on a ce qu'on appelle les élections, c'est-à-dire une circonscription, on peut appeler ça aujourd'hui. C'est à peu près la taille d'un département. Au-dessous, on a les cantons, et enfin, on a les villages, avec une administration municipale, et on va s'intéresser à ça, puisque c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, l'administration municipale, elle est faite à la fois par le seigneur, par le curé, bien sûr, par les habitants les plus fortunés, qu'ils soient paysans ou qu'ils soient voituriers, enfin, etc. C'est-à-dire c'est la fortune. En ce qui concerne Bouc, le village a changé de nom en 1767, mais demain il y a une conférence sur Albertas, donc je ne vais pas épiloguer, puisque Albertas, lorsqu'il devient seigneur de Bouc, demande au roi
de changer le nom du village. Il obtient donc satisfaction et ça devient Lambertas. Chaque année, il y a des élections, bien entendu, donc on va voir cette vie municipale et on va voir surtout la dernière, c'est-à-dire les élections qui ont lieu juste avant la Révolution. Donc on élit des responsables. Alors, qui sont les responsables? Je vous en fais vite une liste, là. Il y a 3 consuls, on va revenir sur les 3 consuls. Il y a 3 consuls, il y a 12 conseillers, un greffier, un marguillier. Le marguillier, c'est le gestionnaire de la civile de la communauté religieuse, c'est-à-dire qui gère les affaires religieuses. Un manet de ville, c'est l'annonceur public, on va les sonneurs de cloche en même temps, etc. Il y a des intendants de police, un capitaine. Un abbé de la jeunesse, alors contrairement à son nom, c'est pas du tout un abbé, c'est celui qui est chargé d'organiser les fêtes locales. Voilà. C'est, on dirait, notre pôle de communication à la mairie de Montpellier. Donc on a un remonteur d'horloge aussi, qui est en même temps. Et puis on a 4 personnes qui représentent le village à Aix, et qui habitent Aix d'ailleurs, c'est-à-dire 3 procureurs et un avocat de la communauté, on passe là-dessus. Alors, je vous ai dit 3 consuls, et c'est ça qui est intéressant parce que le premier consul doit changer chaque année. Mais on s'aperçoit, en regardant les textes de boucles, les registres, que dans les 15 ans qui précèdent la Révolution, ce sont toujours les 3 mêmes noms. En fait, il y a 3 personnes qui gèrent la ville. On a Pierre Couton, qui est chirurgien à Marseille, il a une résidence secondaire, c'est ce qu'on appelle un forain. Le forain, c'est celui qui n'est pas du lieu, qui vient dans le lieu. Donc on a Pierre Couton, on a Jean-Joseph Berthet, qui était avocat à la Cour d'Aix, et Michel Gibula, également avocat à Aix. Donc 3 personnages de l'extérieur, mais qui gèrent la commune. Donc, en 89, en décembre 88, lorsque les élections ont lieu, c'est Berthet qui devient, non pardon, excusez-moi, c'était Berthet avant, c'est Couton qui devient maire, premier consul maire, puisqu'on l'appelait maire. Ouais. Et c'est lui qui va convoquer les Lucamp, les habitants de Lambertas, les Albertans, trouvez-moi le nom. Donc, pour rédiger le cahier de doléances, on les réunit à son de cloche, bien sûr, dans son de cloche. On se réunit dans la chapelle des pénitents blancs parce que la mairie est trop petite pour réunir l'ensemble des personnes qui votent. Et en fait, pour voter, il faut être évidemment homme français, homme, mesdames, vous savez que nous n'existons pas, hein, voilà. Il faut avoir 25 ans, il faut payer l'impôt. Et du coup, il y a 82 personnes qui peuvent voter, donc qui peuvent effectivement participer à la rédaction des cahiers. Parmi eux, il y a un bourgeois, un seul, Antoine Bermond, on en reparlera. Il y a 9 négociants, c'est intéressant parce qu'on est à Bouc, il n'y a pas que des paysans, hein, de là. 9 négociants, un boulanger, un aubergiste, 2 marchands voituriers, un cordonnier, 37 ménagers, ce sont des propriétaires, 37 travailleurs, ce sont des petites propriétés ou des métayers. Voilà. Donc, le cahier n'existe plus. Le cahier d'origine. Oui, on va passer ou pas, franchement. Voilà. Est-ce que c'est lisible? Non, pas vraiment. C'est petit. Alors, le vrai cahier rédigé à la main n'existe plus. On a simplement donc ceci, c'est-à-dire un résumé qui a été récupéré et qui a été édité au début du 19e siècle. Je vous disais tout à l'heure que la plupart des cahiers de doléances suivaient des trames qui étaient fournies par les chefs de district, etc. Donc on retrouve souvent les mêmes doléances, etc. parce que ce sont ces trames qui ont servi. Là, ici, ce qui est intéressant quand même, c'est l'article 7, 8 et 9. Je vous dis pourquoi. Parce que ce sont les 3 articles qui précisent des choses concernant Bouc, mais vraiment Bouc. Voilà. Tous les habitants réunis se plaignent du dommage considérable que l'abondance du gibier cause dans le terroir, supplie humblement Sa Majesté d'avoir égard à la classe des pauvres cultivateurs qui a déjà beaucoup souffert des rigueurs de la saison, de la mortalité des oliviers, et c'est là qu'on voit bien le gel de 89. Si le gibier
détruit encore son espérance, elle se trouvera hors d'état de survenir à l'impôt. Évidemment, il faut abattre le roi. Les lapins portent aussi un préjudice très considérable pour la venue des oliviers en débroutant toute la nouvelle pousse. Donc ça, c'est très concret. Hein. Donc on est en train de dire, attends, il faudrait qu'on puisse quand même chasser, parce que le problème, vous savez, c'est que les paysans n'ont pas le droit de chasser. Le droit de chasse, c'est le droit seigneurial. Donc, il ne faut pas qu'ils se fassent attraper, parce que il faut souvent pendre, oui, que bon, moins en 1789, on se fait moins pendre, mais 5 ans par avant, on se faisait facilement pendre pour un lapin. Voilà. Autre article, l'Assemblée désirerait pour faciliter le commerce, de favoriser l'industrie d'une partie des habitants de la communauté, etc., qu'il fût permis aux rouliers de mettre 4 mulets ou chevaux à leur voiture, ainsi qu'il est permis dans les autres provinces. Alors effectivement, curiosité, un décret très particulier interdisait aux gens de Provence, et en particulier entre Aix et Marseille, d'atteler leur voiture avec 4 mules ou 4 chevaux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les voitures étaient plus lourdes, puisqu'il y avait 4 animaux pour les tirer, et ça abîmait encore les routes. Et comme les routes sont en très mauvais état, qu'on n'a pas d'argent pour les réparer, eh ben, on interdit d'avoir 4 mulets, on leur fait tirer avec 2 ou 3, comme ça les charges sont plus légères, et comme ça, eh ben, on se débrouille pour ne pas réparer les routes. Donc ils essaient d'obtenir ces routes-là. Et enfin, même chose, hein, on insiste sur le problème, donc demande au roi de bien vouloir ordonner que les chemins de province dénommés de second ordre, les chemins de Viguerie, qui se trouvent impraticables, surtout dans les temps de pluie et de gelée, soient rétablis pour que le transport des denrées et le commerce se fasse avec toute facilité. Voilà. Effectivement, là aussi, c'est un problème purement bouquin. Depuis la route en bas, vous avez vu la carte tout à l'heure, depuis la route, ils sont obligés de décharger les charrettes et de monter les charges à dos de mulets parce que les chemins pour venir au village même sont totalement impraticables. On ne peut pas monter avec une charrette, donc c'est pas possible. Les pentes sont trop raides, les chemins sont en très mauvais état, donc impossibilité de monter ça. Du coup, il faut trouver une solution, mais elle ne sera pas trouvée avant les années 1820. Jusque-là, les bouquins se plaignent sans arrêt qu'ils sont complètement isolés avant de leur brancher. Voilà. Donc, ça, ce sont les élections de 89, on fait les cahiers de doléances, etc. Pendant la Révolution, on a modifié la structure, bien sûr. À partir de 90, les électeurs sont tous les hommes de 21 ans et plus. On a déjà monté la... Et en 90, ce sont des gens qui payent un impôt de 3 jours, équivalent à 3 jours de travail. Et il faut attendre 1792 pour ne plus avoir de référence à l'impôt. Donc à ce moment-là, ce sera vraiment le suffrage universel pour les hommes. Bien sûr, l'olympe de Gouges n'a pas eu le droit à la parole. Donc voilà. Alors quand on passe de 25 à 21 ans, on se retrouve avec 168 citoyens actifs. Et ensuite, alors sur et ensuite on passera à 235-36 citoyens, puisqu'à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de référence à l'impôt. Quand on vote en 90, puisqu'il y a une élection, on vote à bulletin secret. C'est la première fois qu'on vote à bulletin secret. Parce qu'avant, on votait à main levée. Là, c'est une nouveauté. Et il y aura sur les 168 possibles, sur les 168 citoyens possibles, 123 vont voter. Et sur les 123, 117 vont voter en faveur d'Antoine Bermond, donc le fameux bourgeois, qui va devenir le premier maire officiel de la période révolutionnaire. Et là, il faut quand même que je vous lise quelque chose, parce que lorsqu'Antoine Bermond est élu, il va faire un grand discours, bien sûr, un premier discours devant toute la population, puis ensuite le conseil municipal va se regrouper à la mairie, et là il va faire un deuxième discours. Et dans son deuxième discours, je ne vais pas vous lire tout parce que c'est trop long, mais il y a un passage qu'il faut quand même lire. Nous sommes libres, nous n'avons plus de seigneur, le nom de vassal est anéanti, ainsi que tout ce qui a rapport à l'ancien régime féodal. Aurions-nous la lâcheté de laisser subsister sous nos yeux les marques ignominieuses de l'ancienne servitude? Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais notre valet de ville porte les couleurs de notre ci-devant seigneur. La livrée de sa maison et la livrée de la commune sont les mêmes. Si nos faibles prédécesseurs voulurent habiller leur valet de ville, ils furent forcés de prendre la couleur jaune pour la doublure et les galons de son habit, marque honteuse de leur esclavage,
qu'elle soit à jamais bannie de notre municipalité cette couleur. Donc attention, toute jaune. N'aurions-nous pas à rougir sans cesse si dans la fonction honorable que nous avons à remplir, nous avions continuellement dans nos trousses ces figures outrageantes de notre ancien esclavage? Quel est le Français qui dans ce moment ne sente pas toute l'ignominie de ses entraves? Je conclus que dès à présent, notre valet de ville porte son habit chez le tailleur, qu'il fasse ôter tout ce qui peut être de couleur jaune, et avec le peu d'économie possible, on substitue doublure et galop blanc, les couleurs bleu et blanc étant, à ce que je crois, les couleurs primitives de la commune de Bouc. Donc, on reprend le blanc. Et en outre, on va demander au roi l'autorisation de changer le nom de la commune. On va bannir le nom d'Albertas pour reprendre le nom de Bouc, évidemment. Ce qui sera fait. Et donc, à partir du 4 juillet 90, on peut s'appeler Bouc. Mais ce qui est intéressant après, je fais ma petite parenthèse, c'est que concernant cette l'appellation Bouc, en fait, au moment de la première restauration, c'est embêtant de s'appeler Bouc. Donc, le maire de l'époque va avoir ce discours-là. Pareil, je vous en donne un tout petit bout. Il fallut suivre l'impulsion qu'on ne pouvait empêcher, quitter le nom de la commune d'Albertas, auquel tant de bienfaits et de cette famille avaient été attachés, pour reprendre celui de Bouc. Je propose aujourd'hui au Conseil de délivrer que la commune de Bouc reprenne le nom de commune d'Albertas. Donc là, nous sommes en 1814. On reprend le nom d'Albertas. Seulement, il y avait 100 jours. Et dans les 100 jours, on s'appelle Bouc, très vite. Et puis Louis XVIII revient. Alors on reprend le nom d'Albertas. Et c'est en 1831, finalement, que, une bonne fois pour toutes, on va s'appeler Bouc. Tout simplement. Vous savez que Bel Air a été rajouté après pour éviter les confusions avec Port-de-Bouc. Donc voilà. Donc on a ce jeu révolution par révolution, révolution par révolution. C'est un petit peu embêtant, sachant que chaque fois, d'autant plus dans 1814, c'était un Albertas qui revenait gérer la région. Donc voilà. Donc Bermond est le premier maire de Bouc. C'est un bourgeois. On s'appelle Bouc. Le problème, c'est que les édiles ont quand même beaucoup de difficultés pendant cette période. Parce que c'est pas facile de gérer une ville. On se fait insulter. On se fait insulter par les habitants. On se fait insulter évidemment en provençal. Alors c'est... Non. Par exemple, en 1791, alors je ne vous le traduis pas, hein, voici le brutto che va estimare justo, le brutto che va estimare justo vague se fa de fara, alors pour ceux qui parlent provençal, voilà, hein, etc. Nous fa un maïguta, enfin, etc. Donc des insultes sans arrêt, des jets de pierre, des œufs pourris contre les fenêtres, l'épouse qui se fait insulter. C'est monnaie courante, d'autant plus, et au fur et à mesure que les difficultés s'accroissent, ça devient très compliqué d'être maire ou d'être élu. Alors parmi les élus, vous avez Joseph Berthet qui a été maire de Bouc et qui va être guillotiné. Alors c'est pas pour des affaires en bouquet en fait, hein, c'est pour des affaires de malversation à Aix-en-Provence. Et là aussi vous avez un plateau au château, donc je ne vais pas redévelopper tout cela. En tout cas, ces personnages ont tellement de difficultés qu'il y a des démissions en cascade. Par exemple, en fin 91, il y a eu 3 maires en 2 mois. Voilà. Plus personne ne veut être maire. En 1793, plus personne n'accepte la charge, au point que c'est le district d'Aix qui désigne d'office les maires, avec menace d'emprisonnement si vous n'acceptez pas le poste. Bon. C'est pas facile hein, d'être élu à l'époque. Et il faut attendre pratiquement 1800 pour avoir à nouveau une situation à peu près normaliste. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Eh bien parce que la période en question est très compliquée. À la fois, il y a la guerre, la crise économique, c'est la période de la terreur. Donc tous ces phénomènes en même temps font que
c'est difficile pour les municipalités de faire quelque chose. Il faut comprendre comment vit un village. Eh bien, comme aujourd'hui, il y a des impôts qui se lèvent. Et des impôts, une partie part à l'État et une partie reste dans la commune, évidemment, pour servir de finance. Alors, ça va pas être très clair non plus. Je ne vais pas vous détailler les impôts, sinon on s'en sortira pas. Je parle trop longtemps, mais on va parler de 2-3 choses. Déjà, pardon, excusez-moi. Avant la Révolution, après la Révolution. Avant la Révolution, il faut savoir que vous avez des impôts qui vont au roi, des impôts qui vont à l'église, des impôts qui vont au seigneur. Les impôts du roi, c'est les impôts directs, taille et capitation. Les impôts indirects, alors pour ce qui est de là, vous avez les impôts du roi tout en haut. L'impôt du roi, 5 399 livres. Voilà. Vous avez donc les impôts directs, la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons, les traites sur pratiquement tous les traites sur les douanes, c'est sur pratiquement tous les produits. Vous savez, vous avez tous appris ça, le clergé reçoit la dîme, un dixième des récoltes, et le seigneur, lui, il a le cens, le champard, la même morte, les droits de péage, et puis les fameuses banalités, le bras sur le four, le moulin, vous avez tous appris ça à l'école, donc on y revient. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Bouc est un pays d'État, donc il peut discuter un petit peu des impôts, pas beaucoup, mais un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, vous avez ce budget, 17 mai 89, c'est le budget avant, oui, c'est le dernier budget en équilibre, jusqu'à 1800. En 89, après le 4 août, les privilégiés vont payer l'impôt. C'est intéressant parce que pour la première fois, donc, il va y avoir des rentrées supplémentaires. Et puis il y a une autre, à partir de 90, un autre impôt qui est créé, c'est la contribution patriotique. La contribution patriotique, c'est pour les plus riches. Ça s'appelle l'ISF maintenant. Enfin, ça s'appelle l'ISF. Voilà. Donc, à Bouc, 15 contributeurs payent cette contribution patriotique exceptionnelle. Du coup, youpi, le budget est excédentaire. Et le maire de l'époque va se dire, on va se fabriquer un four. Et on va décider, on vote donc la construction d'un four dans le village, parce que jusque-là, il n'y avait que le four banal, il y avait le four d'Albertas. Donc on va créer un four municipal. Comment se lèvent les impôts? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Comment se lèvent les impôts? Tout simplement par le système de l'affermage, même sous la Révolution. L'affermage, ça veut dire qu'il n'y a pas les taxateurs d'impôts, ce sont vous, moi par exemple, vous décidez que les impôts sont mis aux enchères, et enfin, c'est le droit de la ferme qui est mis aux enchères, plus précisément, et le fermier, donc, qui prend cette charge, va lever les impôts pour la ville, qui va remettre ensuite les impôts à la ville, évidemment, moyennant une part de ce qu'il lève. C'est-à-dire que s'il doit lever 6 000 livres, bon, il va lever 6 700, 6 008. Alors sous la Révolution, il est précisé que la part que doit prendre celui qui lève les impôts. La répartition de l'impôt, et c'est ça qui était aussi intéressant, c'est que la répartition de l'impôt n'est pas faite en fonction de la richesse de chacun, mais en fonction de ce que l'État veut. Donc, si vous voulez, une espèce de cascade. Par exemple, au moment de l'an 7, l'État dit les Bouches-du-Rhône doivent nous fournir 1 638 000 francs. Bon, à Marseille, puisque à ce moment-là, le gouvernement s'est déplacé d'Aix à Marseille, on dit bon, on répartit en fonction des différents cantons, tant pour chacun. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le canton de Gardanne. Gardanne doit fournir 29 000 francs sur le 1 638 000. Et Gardanne calcule en fonction de tous les villages, et dit Bouc-Badère doit fournir 7 300 francs. À partir de là, celui qui lève les impôts doit se débrouiller pour récupérer 7 300 francs sur les gens de Bouc
qui paye les pots, enfin qui peut payer les pots, plus ou moins, plus la part qui est importante pour lui, donc évidemment, si on fait la révolution à côté, on est peut-être en train de guillotiner. Alors, la seule chose que je voulais vous montrer sur cet exemple donc, de 1789, il y a quelques curiosités. Donc au début, vous avez les impôts du roi, etc. À un moment, vous avez 1, 2, 3, 4. À la 4e ligne, vous avez entretien des bâtards. L'entretien des bâtards, c'est un impôt qui a été inventé par le roi pour essayer d'équilibrer son budget. Alors officiellement, c'est pour entretenir ces bâtards, les bâtards du roi. C'était pour remplir les caisses. Il fallait trouver des solutions. Bon, ben, on a des... Ensuite, vous avez la pension de Guillaume Rouget. Là, c'est intéressant. Alors, on était à la ligne 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des lignes 9 et 10. Vous avez pension de Guillaume Rouget et nourriture de moins de nourriture de bonne foi. Et là, vous avez, je dirais, les bonnes œuvres de Goutte. C'est-à-dire que le village prenait en charge un orphelin et un fou, et payait donc tout ce qu'il fallait, les frais pour cet orphelin et ce fou, systématiquement. Au-dessous, vous avez le drap pour les pauvres. Le drap pour les pauvres, c'est tout simplement le linceul des morts qui n'ont pas les moyens de se payer un enterrement, et c'est la ville qui paye l'enterrement. Voilà. Ensuite, vous avez une petite somme pour la répartition du chemin du quartier, c'est pour essayer de réparer quelques trous, un petit peu. Vous avez ensuite l'honoraire des députés, le transport des pauvres patients malades. Alors voilà, les patients malades, les malades qui n'ont pas les moyens de se déplacer tout seuls, eh bien, c'est le sonneur de cloche, et donc le sonneur de ville aussi, qui les transporte à Aix, qui fournit de la paille qui leur sert de matelas. Vous savez que les hôpitaux étaient quand même plus des mouroirs qu'autre chose, mais donc on les transporte à l'hôpital, on les installe, et donc là aussi c'est la ville le village qui se charge de tout cela. Et donc je trouve intéressant de vous montrer un petit peu ce côté, je dirais, social du village. On dit souvent que c'est l'Église qui le faisait, mais en réalité, souvent, et en Provence en particulier, souvent ce sont les villages qui financent donc toutes ces œuvres et qui permettent finalement cette cohésion du village. Pour mémoire, il y avait 3 accoucheuses, par exemple, il n'y avait pas de médecin, mais il y avait 3 accoucheuses. Ce qui est logique aussi, puisque c'est quand même une population relativement importante. Bon, au-dessous, vous avez les recettes de la ville. Alors, ferme de la boulangerie, ferme du sans-salage. La boulangerie, vous comprenez, donc c'est pour le four du village. Le sans-salage, c'est une taxe sur les vins. Et donc, sur le vin. Comment ça s'appelle? Le sans-salage. S-C-E-N-S-A-L-A-G-E. Donc, c'est une taxe spécifique sur les mesures de vin. Donc, chaque fois qu'on vendait du vin, il y avait une taxe. C'est la TVA. Vous avez monté la TVA aussi. Oui, une taxe sur l'alcool. Voilà. Oui, mais là, c'était... Voilà. Alors, en fait, très rapidement, la situation s'est dégradée. C'est-à-dire que pendant cette période, la crise a fait que ce n'est plus du tout en équilibre, les budgets de la ville, enfin les ressources de la ville. Et c'est même tellement compliqué qu'en 92, les édiles sont rendus personnellement responsables des dettes de la ville sur leur propre lieu. Donc plus personne ne veut être maire, plus personne ne veut représenter la ville. Et comme personne ne veut le faire, eh bien c'est le district d'Aix qui impose, qui décrète que c'est un tel qui va être maire, et s'il ne le fait pas, et s'il n'est pas responsable de lui, il part directement en prison. Donc l'Union s'est posée avec quelqu'un, monsieur le maire, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins que... Alors, autre problème, alors là, qui est vraiment majeur pour la période, c'est la crise des subsistances. Alors là, ça va durer des années 92 à 95. Là, c'est la grosse crise de la période bouquenne, et c'est là où tous les événements vont devenir de plus en plus graves. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dès 89-90, il y avait eu des problèmes. Un document donc, qui sont dans les registres de délibération de la ville. Donc, tout ce que je vous dis là sort des registres de délibération de la ville de Courbevoie. Donc, la rigueur de la saison
privant les pauvres de tout secours, il se trouve un nombre de familles qui manquent du nécessaire. La communauté, c'est-à-dire Bouc, achète du blé pour être mis en pain et distribué aux pauvres. Là, nous sommes pendant l'hiver 89. En 94, depuis 2 mois, la neige, les frimas, la faim qui ont régné, etc. Nos concitoyens sont incapables de payer leur pain, vu son prix, et donc c'est la ville qui paye pour les pauvres qui ne peuvent pas se nourrir. Donc ça, les premières causes des difficultés sont climatiques. Jusque-là, c'est une chose. Deuxième problème, évidemment, ce sont les réquisitions. On est dans la période de la Convention, il y a la guerre, et donc l'État réquisitionne à tout va. Et ces réquisitions qui sont données par la Convention nationale, entre 1993 et 1995, vont être particulièrement dures. Donc à partir d'avril 1993, il faut déclarer obligatoirement la nature et la quantité de grains que chaque paysan, chaque personne possède chez lui. Ceux qui refusent, évidemment, d'après vous, arrestation, emprisonnement, amende, au mieux. Juillet 1993, il y avait eu la loi sur le maximum, c'est-à-dire la loi sur le maximum, c'est le maximum de grains que vous pouvez avoir chez vous. En général, c'était 1 mois de consommation, on autorisait 1 mois de consommation, mais un paysan qui fait sa récolte, normalement, il faut qu'il puisse se stocker jusqu'à l'année suivante. On lui laisse 1 mois de consommation. Qu'est-ce qu'il fait après? Réfléchissez. Voilà. Septembre 1993, même chose. On applique à Bouc un décret, et les bouquins doivent faire une déclaration tous les 15 jours pour dire exactement ce qu'ils ont dans leur grenier. Et on désigne des commissaires pour perquisitionner chez les gens. En novembre 1993, c'est le début de la grande crise du ravitaillement. Alors à ce moment-là, et là on a un autre problème, et je vous donne 1000, c'est le problème de la reprise de Toulon par les Français. Vous savez que Toulon a été pris par les Anglais, enfin a été repris aux Anglais, et entre juillet et décembre 1993, il y a une guerre donc aux portes de Toulon pour reprendre Toulon. On voit un petit peu ce qui se passe. On a repris de Toulon. Alors, d'après vous, en quoi ça impacte les bouquins, cette affaire? Non. Tout simplement, c'est très simple. Les troupes pour aller à Toulon, elles passent où? La route. C'est la route Aix, Marseille, Toulon. Il n'y a pas d'autoroute, hein, je vous rappelle. Et donc les troupes passent sur la route. Et les troupes, ça marche à pied, mais ça mange. Et ça mange où? Dans les auberges, réquisitionnées. Et donc, le blé des bouquins, il va où? Sur les tables des auberges pour nourrir les soldats. Et après, les bouquins, ils n'ont plus rien. Problème, évidemment, les bouquins ne sont pas très satisfaits de la situation, je vous le dis. Donc, ça s'arrête. Il y a une très forte consommation, si on prend je ne vais pas vous faire le détail, mais si on prend le détail de ce qui était réquisitionné pour les auberges, c'est assez énorme, au point que la situation se dégrade de plus en plus, et à partir de décembre 1993, la municipalité réglemente la vente du pain. Article municipal, la vente du pain se fera de 7h à 9h en présence d'un commissaire pour que les gens ne puissent pas en acheter trop. Donc, on surveille, on rationne. En avril 1994, on continue, c'est la panique. On apprend qu'à Nice, il y a du blé, on envoie des charrettes à Nice pour aller chercher du blé, seulement elles reviennent pas vite, les charrettes. Alors on va demander à Marseille, un peu comme la cigale, on va demander à Marseille de nous prêter du blé, et Marseille va nous prêter 30 charges de blé. Et l'acmé, je dirais, de la crise, c'est entre 1994 et 1995. Déjà au moment des récoltes, en juillet 1994, les greniers sont vides parce que tout a été réquisitionné par l'État. On a laissé au bouquin la quantité de blé pour les semences à faire à l'automne et 1 mois de consommation. Et tout le reste a été récupéré par l'État, par des soldats qui sont venus chercher les denrées. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est très simple, ça s'appelle le marché noir. Donc le marché noir se développe, malgré, et on y reviendra, malgré évidemment la surveillance de la municipalité. En septembre 1994, on a encore des réquisitions pour les armées révolutionnaires. On en a, alors, cette réquisition de septembre, la mairie décide de garder 1/5 de la réquisition, en disant il faut quand même qu'on puisse manger nous, donc on va réquisitionner d'accord, mais on va garder 1/5 dans nos greniers. Il se faut taper sur les doigts par ex. En octobre, même chose. Et là, en octobre, le premier consul maire fait une belle lettre à Aix pour expliquer que
Les bouquins sont de bons républicains, mais il faut bien que les bouquins mangent, et donc que non. Il ne va pas faire de réquisition parce que c'est plus possible, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Réponse au Dex, ça voit l'armée, tout simplement. Le maire est arrêté, et une proclamation avec menace d'arrestation pour tous ceux qui refuseront les réquisitions. Ah non, non. Ah, c'est gratuit, c'est ça le problème, ils ne sont pas payés. Donc, à ce moment-là, la mairie décide, le maire décide de trouver une autre solution. Et la nouvelle solution, ce sera la distribution de cartes aux habitants. De cartes où on va noter la ration que les gens vont chercher, soit sous forme de pain, soit sous forme de grains. Et on a inventé les cartes de rationnement, entre autres. Voilà, dès octobre 1794. On continue dans la difficulté. Comme on n'a plus rien, eh bien on va faire du pain avec tout. C'est-à-dire tous les grains qui sont panifiables, ou ceux qui n'est même pas panifiables, mais alors le pois chiche, en fait, tout ce qui peut être mélangé. On va faire ce qu'ils appellent des pains méjaunes, des pains noirs, etc. pour essayer de nourrir la population. Et encore une fois, eh bien, chaque fois qu'il y a eu réquisition, eh bien, chaque fois le maire de Bouc de l'époque, puisqu'ils changent souvent les maires, je vous le dis, ils ne font pas un cycle complet. Donc chaque fois il y a des suppliques, et chaque fois ils se retrouvent arrêtés pour quelques jours, dans quelques mois. Voilà. Alors on va faire des réquisitions, et là, la dernière grosse crise, on renvoie la municipalité et on envoie donc à nouveau des troupes pour réquisitionner. Et on a des surprises quand même, parce que à la fin de l'année 94, lors d'une perquisition, puisqu'on perquisitionne tous les propriétaires, chez un aubergiste qui se trouve sur la route d'Aix-Marseille, on a trouvé ceci. Dans le vestibule, alors je vous le donne en kilos pour que ce soit plus rapide. Dans le vestibule, 400 kg de farine, dans la soupente, 100 kg, dans l'escalier, 100 kg, et dans une chambre. On a trouvé une chambre remplie de pain, sur les tables, sur les meubles et sous les lits, mélangés avec les pots de chambre. Puisqu'on était dans une auberge. Donc on planque le pain partout, enfin on fait ce qu'on peut. Normalement, la garde nationale qui perquisitionne aurait dû tout emporter, sinon que le sieur Reynaud se met en colère, flanque tout le monde à la porte en disant que ce qui est chez lui reste chez lui. Et personne ne bouge, personne ne dit rien, et les gardes nationales repartent un peu penaudes et vont dire à Robert, eh ben voilà, chez lui il y a ça, mais il ne veut pas qu'on le prenne. Bon, on l'a pas pris. C'est de mode guerre, ce sont des bouquins qui doivent perquisitionner chez des bouquins, après tout. On essaie un petit peu d'arranger les gens du secteur. Voilà, la crise atteint son paroxysme en juillet 1795. Le prix du pain a été multiplié par 500%. Et ce qui entraîne d'autres difficultés, monsieur le maire. Parce que quand le prix du pain est augmenté de 500%, il faut augmenter ses employés. Donc, la mairie de Bouc est obligée de payer davantage les employés pour qu'ils puissent vivre. Donc les finances se creusent encore. On est dans la spirale infernale, on s'en sort plus. Si on s'en sort parce que sur le plan national, les choses se calment, la convention disparaît, on passe à la période suivante, donc les tensions diminuent. Et petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre, et c'est à partir de 1800 véritablement que tout se calme, et que finalement on peut comment dire, estimer que la crise est finie. Alors, si vous m'accordez, oui, il est déjà 3h30, vous m'accordez 2 minutes pour vous dire ce que mangent les gens à l'époque. Après, il faut que je vous parle des biens nationaux, il faut que je vous parle de la garde nationale, aussi quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Si vous êtes de l'élite, alors monsieur, on va dire monsieur le maire, monsieur Vermont, puisque ce matin vous aviez un peu vous étiez dans la peau de monsieur Vermont. On mange quoi? On mange des soupes de poissons qui ne s'appellent pas bouillabaisse. Encore, c'est plus tard. On mange beaucoup de poissons, des marmites de poissons. Alors évidemment, quand on est riche, des sols, des dorades, etc., beaucoup de la charcuterie marseillaise. Il y a une charcuterie marseillaise, du gibier, des fromages, les fruits de l'époque, pommes, poires, etc., raisins, tout ce que vous voulez, les fruits, les melons, et puis les sorbets. Vous savez qu'on a une glacière, de l'air, je ne vais pas vous en
parler là, mais on a une glacière angulaire, il y en a une à Mimé, il y en avait deux à Marseille, et les Provençaux adorent les sorbets, donc on peut consommer des sorbets quand on est riche. Les étrangers, quand ils viennent à Marseille, ils ne sont pas très contents, ils disent qu'on ne peut pas manger de bœuf, on ne peut pas manger de veau, il n'y en a pas, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de laitage. Donc ils estiment que les Provençaux, finalement, c'est quand même pas toujours terrible. Quant au peuple, non, je crois, il mange du pain. Il faut savoir que le pain, c'est la base de la nourriture, et qu'il faut à peu près 800 grammes à 1 kg de pain par jour, par personne. C'est vraiment la base. Donc quand vous avez le pain qui prend 500% d'augmentation, c'est sûr que ça pose un problème. Après, ben, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils font des soupes avec des légumes, évidemment, c'est-à-dire les fèves, les haricots, les pois chiches, tout ce que vous voulez. Eux, quand ils mangent des poissons, ben, c'est plutôt des anchois, des sardines. C'est pas les poissons de luxe. Très peu de viande, des fromages, de brebis, souvent. De la viande, c'est du braconnage, bien sûr, en essayant de ne pas se faire prendre. Donc les lapins, les sangliers déjà. Et puis, ben, des fruits. Évidemment, les sorbets, c'est bon pour eux. Qu'est-ce qu'on boit? Du vin. Alors, soit du vin pur, enfin, soit le vin, soit ce qu'on appelle aussi le demi-vin ou encore le vin d'eau. Vous savez ce que c'est le vin d'eau? Le vin d'eau, c'est la piquette. C'est-à-dire, quand vous avez pressé le raisin, vous remettez de l'eau sur le mou, vous repressez, et vous avez donc ce qu'on appelle ce vin d'eau, en fait, qui est à peine alcoolisé. À Marseille, on fabriquait de la bière, hein, donc à côté de Noailles, qui était à l'extérieur de Marseille. Là, il y avait les Bernardines, il y avait une brasserie, déjà. Et donc les Marseillais, je ne sais pas si elle arrivait jusqu'à Boucle, à la bière. Ma femme, à Marseille, on buvait de la bière. Alors, donc vous aviez compris qu'il y avait d'énormes difficultés pendant cette période. Et ces difficultés sont financières, évidemment, entre autres. Donc dès 1780, la fin 89, les biens de l'Église sont mis à disposition de la nation pour garantir la monnaie. Ce sera un échec retentissant, mais bien, c'est comme ça. Et à côté des biens de l'Église, on aura aussi les biens des émigrés, plus les biens de la couronne. Pour faire quoi? Ces biens de l'Église, on va voir sur Boucle ce qu'il y a. Mais il faut que je vous signale simplement avant qu'il y avait un curé qui s'appelait François Melchior, qui était très apprécié, qui a été un curé réfractaire, donc qui n'a pas voulu prêter serment à la Révolution. Donc il était obligé, officiellement il était émigré, en réalité il était caché par les bouquins dans les environs. Ces biens ont été mis sous séquestre, mais ne sont jamais devenus des biens nationaux, c'est-à-dire que les bouquins ont parfaitement respecté les biens du curé, et quand il est revenu, on lui a rendu ses biens, en fait, tout simplement. Et pendant la période où il a été un peu mis à l'écart, enfin, il s'est quand même un peu planqué, hein, il s'est mis à l'abri surtout, 3 curés sont venus de Marseille, 3 curés jureurs. Les jureurs, c'est ceux qui avaient prêté serment, etc. Les bouquins n'ont pas aimé du tout. Ils n'ont pas aimé du tout. Alors, le premier, parce que c'était l'abbé Vial, il lui est resté quelques mois. Le deuxième, c'était Aubin-Laugier ou Aubin-Lagier. Alors, lui, il n'a pas du tout plu, ils estimaient. Alors, lui, il injuriait les bouquins à l'église en disant que les bouquins n'étaient pas de bons républicains. Du coup, les bouquins boycottaient le curé. Par contre, ils allaient écouter des messes dites par des prêtres réfractaires dans des peu plus loin, la nuit, etc. Donc là aussi, ça s'est mal terminé pour Aubin-Laugier, qui a été un petit peu écarté manu militari de Boucle. Il y en a eu un dernier, Honoré Jourdan, lui aussi, qui est resté très peu de temps. Et à partir de 1984, eh bien, on va revenir, François Melchior, qui reprend. Alors, il a quand même une phrase, hein, c'est noté dans les registres municipaux. Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain et je promets obéissance et soumission aux lois de la République. Les bouquins sont contents, on reprend notre curé, il est là, on lui rend ses biens, sa petite propriété, et tout se termine bien pour le curé. Alors, les biens nationaux, à Boucle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est les biens qui étaient essentiellement pour... Il y a un inventaire précis qui a été fait, je vais très vite. Les biens qui étaient possédés par Saint-Victor, puisque l'abbaye de Saint-Victor avait des biens partout en Provence.
Donc à Bouc, il y avait le prieuré dit d'Alberta Céciliane, avec cave, cuve, tonneau, etc. Un domaine à siège, avec terre et bâtiment, le domaine de Sousquière, avec Bastide et chapelle, la chapelle des pénitents blancs. Alors la chapelle des pénitents blancs, il y a eu une grosse discussion parce que les bouquins m'ont dit mais on ne peut pas vous la donner, la chapelle des pénitents blancs, c'est notre lieu de réunion. Si vous prenez les pénitents blancs, on ne peut plus se réunir nulle part. Donc finalement, Bouc a gardé la chapelle des pénitents blancs comme bien communal, alors qu'elle n'était pas. L'église devient un temple de la raison, bien sûr, pour un certain temps. On récupère les biens paroissiaux qui étaient dans l'église. Alors il y avait quelques bijoux, une bague en or, un ciboire en argent, pas grand-chose. Il y a ensuite donc un ermitage en Sainte-Anne, une maison de campagne qui appartient à un émigré, enfin au père d'un émigré, Philippe Raymond. Le château n'est même pas porté sur la liste des biens nationaux parce qu'il était déjà en ruine, donc il n'a aucun intérêt, manifestement. Et ensuite, on aura la Bastide de Joseph Berthet, puisqu'il a été exécuté, guillotiné en 93, donc à ce moment-là, évidemment, ces biens vont être récupérés. Voilà. Donc, ces biens sont listés, ils vont être vendus, et ils vont être vendus en fait à des étrangers, c'est-à-dire des forains. Les bouquins n'ont pratiquement rien acheté des biens dits nationaux sur le territoire de Bouc. Par contre, la dernière étape, et là ça devient intéressant, des biens nationaux, ce sont les cloches. Parce que, à un moment donné, on avait besoin de métal, et on décide que les cloches sont aussi des biens nationaux. Donc, dans toute la France, il est décrété que les cloches doivent être décrochées, on en laisse une par paroisse, parce qu'on en a besoin pour le tocsin, pour avertir, évidemment, en cas de danger, etc. Donc on en laisse une par paroisse, toutes les autres sont décrochées, donc à Bouc on décroche deux cloches à l'église, une à la chapelle des pénitents blancs et une à Notre-Dame de l'Espérance. Voilà. Tout ça, ça part à Marseille. Et ça part à Marseille pourquoi? Alors, deux solutions, deux choses. D'une part, certaines cloches ont servi ont été fondues pour faire des canons, etc. Mais surtout, on a fait de la monnaie avec. Et c'est ce qu'on a appelé la monnaie de cloche. Alors, eh oui. Là, vous avez quelque chose d'assez... Les photos pas très bonnes, je suis désolée, parce qu'elles ont été faites en 1989. Ce sont des monnaies qui se trouvent dans les coffres des archives de Marseille. Vous ne les verrez jamais parce qu'il n'y en a pas beaucoup et du coup ils les exposent jamais. Alors on les avait fait sortir à l'époque, mais on les a sortis, on les a photographiés et elles ont été rentrées de nouveau, ces fameuses monnaies. Donc, depuis 1786, il y a un atelier de monnaie à Marseille. Tout simplement parce que, donc c'était avant la Révolution, parce que le trafic était important, il y avait des négociants qui payaient en monnaies étrangères, en or, en monnaie italienne, espagnole, etc. Normalement, ça ne circule pas en France, donc ces monnaies sont fondues et refrappées pour devenir des louis d'or, tout simplement, ou d'argent. À partir de 89, alors cet atelier se trouvait rue du Tapis Vert. Cet atelier va fonctionner et à partir de 90 pardon, puisque, excusez-moi, mais si vous regardez bien, ici, là, c'est 1790, là vous avez 1790, alors vous avez l'avers et le revers. Là c'est le roi avec la victoire, ensuite vous avez une victoire et ensuite vous avez la République, parce qu'évidemment ensuite vous n'avez plus le roi. À cette époque-là, vous n'avez plus la tête du roi, ce qui est normal, on l'a coupé, donc on ne risque pas de la mettre sur une monnaie. Donc, on frappe ces monnaies. D'abord, c'est de l'argent, mais à partir de 92, comme on en manque, on va commencer la fameuse monnaie de cloche. Problème, les cloches, elles sont faites en bronze. On ne peut pas frapper des monnaies en bronze, il faut du cuivre. Donc, il a d'abord fallu apprendre à décomposer le bronze pour récupérer le cuivre, le côté d'étain. Et c'est avec le cuivre, qu'on va appeler le métal de cloche, en fait, qu'on va faire ces fameuses monnaies. Et donc Marseille frappe jusqu'à 1794. En
En 1994, Paris donne un coup d'arrêt à ces monnaies frappées localement. Il y en a, parce qu'il y en avait à Marseille, il y en avait à Bordeaux et à Lyon, me semble-t-il. Et donc, Paris donne l'ordre d'arrêter la frappe. Il faut détruire ce qu'on appelle les coins, c'est-à-dire les poinçons de frappe. Et tout va être centralisé sur Paris, puis ensuite, après, ça deviendra la Banque de France sous Napoléon. Donc ça, c'est notre problème. Et donc là, vous avez des exemplaires de cette fameuse monnaie de cloche qui était utilisée, qui a circulé un petit peu pendant les années 1790. Et on en arrive petit à petit, quand même, vers la fin, excusez-moi. À un autre aspect, l'un des derniers aspects dont je voulais vous parler, à savoir la garde nationale de Bourbalaire. Puisque cette garde nationale existe là aussi. C'est une délibération d'août 89. Donc ça s'appelle encore Albertas, et on décide qu'il y aura une garde, 4 compagnies de 20 hommes. Ce sont les compagnies elles-mêmes qui nomment leur capitaine et leur lieutenant. C'est très révolutionnaire. Et ils sont sous le contrôle de 4 commissaires qui sont désignés par le conseil municipal pour être sûr que tout se passe bien. Ce sont des volontaires, donc ils restent dans leur champ ou dans leurs ateliers, et simplement, lorsqu'il y a un problème, eh bien, ils doivent tout plaquer pour rejoindre le village à son de cloche, bien sûr, et ils obéissent aux ordres. En ce qui concerne l'armement, alors il y a 2 tambours qui donnent des nouvelles, et donc il est précisé que ces tambours doivent être des hommes sensés qui ne diffuseront pas de mauvaises nouvelles. Enfin, pas de mauvaises nouvelles, pas de fausses nouvelles, précisément. Voilà. Ensuite, on va comptabiliser tous les fusils que l'on trouve dans le village, parce qu'évidemment, il faut équiper ces volontaires. Alors, la municipalité achète 25 livres de poudre, donc ça fait à peu près 12-13 kilos de poudre, un quintal, 100 kilos quand même, de balles, de tout calibre. Les munitions sont à l'hôtel de ville, elles sont distribuées chaque fois que nécessaire. Voilà. Alors au début, ils n'ont pas beaucoup d'activité, jusqu'en 92, à peu près. Là, ils ont un drapeau également, un drapeau bleu-blanc-rouge, avec une inscription « Au peuple français, la liberté ou la mort ». Voilà. Et à partir de là, ça commence à se tendre. Bon, c'est à partir du moment où la patrie est déclarée en danger, en 92. Donc, les choses commencent à devenir sérieuses. Les bouquins doivent déclarer toutes leurs armes. Et donc on a un listing, 132 fusils de chasse chez les bouquins, plus 22 qui sont stockés à la maison communale. Voilà. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce qu'en 92, on apprend qu'une levée de 6000 hommes va être faite dans le département. Alors, les levées d'hommes, c'est pour... Il n'y a pas d'armée de conscription encore, hein. Donc, on ordonne des levées, et c'est comme pour les impôts, c'est-à-dire on dit tel département, enfin telle région, tant d'hommes. Pareil, 6000 hommes pour le département, donc on répartit tant dans chaque canton, et le canton répartit au niveau de chaque village. Pour cette première levée, Bourg doit fournir 9 hommes. 9. Et évidemment, les bouquins normaux chérissent la liberté et l'égalité et savent mourir pour la défendre. Sauf que ils sont des paysans. Et qu'au moment des moissons et tout ça, c'est quand même compliqué de partir, de tout plaquer pour aller faire la guerre. Alors il faut les motiver un peu, ces gens qui vont partir. Et donc, on fait une collecte pour leur donner une prime de départ. Et on va collecter 1200 livres qui seront partagés entre les 9 volontaires au départ. Et les volontaires, on essaie évidemment de les... Non, on les félicite un peu quand même. On les fait boire un peu, on leur donne un uniforme. C'est que c'est compliqué quand ils partent. Regardez, là, il y a toute une liste. Il faut un habit, une veste. Il faut 2 culottes, 3 chemises, 2 paires de bas, 2 cols, 2 paires de guêtres, un chapeau, 2 paires de souliers, etc. Donc c'est tout ce qu'ils doivent avoir, c'est tout l'équipement. Alors ça coûte cher tout ça, et puis c'est le soldat qui fournit son propre équipement. C'est pour ça qu'il faut leur donner un petit peu de prime pour les activer.
Voilà, donc automne 92, les choses se tendent. Alors on commence par recenser en prévision évidemment de transport de troupes et autres. On recense toutes les bêtes de somme, toutes les charrettes, tous les chariots qui se trouvent dans le village. Ensuite, nouvelle levée d'hommes à la fin de l'année, 12 hommes de plus. Bon, allez, 1950 livres sont collectés pour pouvoir donner une prime dans les 12 qui vont partir. On les équipe. Seulement, le problème, c'est que ça ne convient pas à tous. Alors, il y en a qui partent, mais qui reviennent. Ça s'appelle les déserteurs. Voilà. Alors, on a en janvier 93, on a un document, là aussi, de la mairie qui est bien embêté parce que ce sont des bouquins, ce sont des enfants de bouc, on ne va quand même pas les livrer à la police, on ne va pas les livrer à la guillotine. Alors, on essaie de les persuader de repartir en leur disant, bon, écoutez, ce serait quand même mieux de repartir à l'armée. On leur donne 50 livres à chacun pour repartir. On leur donne le jour du départ pour être sûr qu'ils s'en vont. Pour être sûr qu'ils vont pas les donner à la poche. Bon. Voilà. Ensuite, on en a un autre qui, lui, va partir directement, il est volontaire, il est prêt à partir. Du coup, on va lui verser 225 livres de prime et on va l'équiper de pied en cap pour qu'elle puisse partir en tant que volontaire. Donc ça coûte cher à la mairie, tout ça. Juillet 93, nouvelle levée, 20 hommes. Cette fois-ci, on n'employera personne. C'est plus possible, il n'y a plus d'argent. Et comme ça se renouvelle tout le temps, cette fois-ci, on les pousse pour partir. On leur dit, allez-y. De toute façon, c'est une autorité, c'est une obligation. En 93 aussi, il y a la révolte fédéraliste. Vous savez qu'à Marseille, il y a la révolte fédéraliste. Donc, on envoie, l'État envoie, le général Cartier envoie des troupes pour mater la révolte à Marseille. Et évidemment, tout ce qui entoure Marseille est considéré comme traître à la patrie. Si vous êtes à côté, donc c'est pareil, vous êtes frères. Si vous êtes frères, c'est que vous êtes traître. Et du coup, on va désarmer tout le monde à boucle. En septembre 93, mesure, des troupes arrivent, tout le monde est désarmé, toutes les armes sont saisies. On fait une enquête sur tout le monde et on réarme les gens qui sont censés être de bons citoyens. Voilà. Et on va en réarmer 132 en tout. Voilà. Donc la pression de l'armée se fait de plus en plus forte, vous voyez, au fil du temps. Et si vous mettez ça en parallèle avec la crise des subsistances qui a eu en même temps, vous comprenez que les tensions sont quand même fortes dans le village à ce moment-là. Donc de temps en temps, on se tape un peu sur la figure. C'est-à-dire qu'il y a des gros scandales, il y a des bagarres entre clans, etc. Donc l'armée va avoir une autre exigence. On va réquisitionner tous les chevaux, on va réquisitionner le foin, les grains pour les chevaux. Et c'est là qu'on va réquisitionner les 24 chevaux du relais du pain, entre autres, qui protestent. Donc en fait, tout ça, derrière, il y a l'indigence de l'armée nationale, l'armée française. L'État n'a pas les moyens de financer son armée, seulement on fait la guerre obligatoirement à tous nos voisins qui nous ont attaqués. Et du coup, eh bien, on fait de plus en plus appel aux volontaires, et en particulier au moment de la reprise de Toulon, on va réquisitionner tous les sabres de la commune. Donc on aura même un listing des sabres à ce moment-là, au moment de Toulon, à la fin de l'année 93. Les gardes nationales, évidemment, ont de plus en plus de travail pendant cette période. Ils sont très actifs, ils font des patrouilles de nuit, alors ils arrêtent. Ils arrêtent par exemple 8 déserteurs qui viennent de la Drôme, qui vont être interrogés par le maire, mais comme ce ne sont pas des bouquins, ceux-là, on va les renvoyer sur Aix, dans un nouveau état d'âme, donc les déserteurs sont envoyés à Aix, encadrés par le comité de surveillance révolutionnaire de Mout, d'ailleurs. Quelques semaines après, même chose. On arrête des déserteurs, mais ils sont bouquins. Alors on leur dit, écoutez, si vous repartez, on vous amnistie, on ne dit rien à personne, vous repartez et ça ne se passera pas trop mal. Donc ils vont réintégrer leur régiment. Par contre, un peu plus tard encore, là, ce sont encore des bouquins, mais ce sont des sous-officiers. Alors ceux-là, des déserteurs sous-officiers, c'est compliqué. C'est 2 frères qui s'appellent Benoît et Pierre Martin. Eux, ils sont traduits à justice. Bizarrement, ils ne vont pas être exécutés, ils sont simplement condamnés à la prison et ils repartent aux armées un petit peu après, donc c'était en 95. Voilà. Alors, la garde nationale donc, arrête les déserteurs, elle perquisitionne, elle réquisitionne, elle surveille également les bandits de grand chemin parce que les routes sont de moins en moins sûres. Il y a des attaques un peu partout. Mais ils ferment trop souvent les yeux et il faut les exhorter un petit peu plus de discipline parce que bon,
ils essaient de protéger finalement les bouquins. Voilà, donc elles sont réquisitionnées à plusieurs reprises, ces gardes nationales. Elles ont un rôle de police, mais on peut considérer qu'ils sont relativement gentils. Le comité de surveillance révolutionnaire est un peu moins. Vous avez des panneaux au château, donc je ne vais pas trop parler de ce comité de surveillance. Il s'est créé en 1793 au moment de la Convention. Et il y a eu plusieurs incidents, dont l'incident dont parlait monsieur le maire ce matin, dans la plaine entre les gardes et les différentes troupes révolutionnaires et royalistes. Mais finalement, les choses se sont passées à peu près convenablement pour nous, qu'il n'y a pas eu de gros échauffourées ni de conflits trop violents. Alors je vous passe tous les petits incidents, parce qu'évidemment, de là, vous avez tout ce qui peut se passer dans une commune, des vols, des viols. Alors les viols, c'était une femme qui était épouse d'un garde national. Le garde national était en train de veiller la nuit sur la route d'Aix-Marseille. Bon, elle s'est fait violer. Vous savez parfaitement qui l'avait violée. Ça s'est terminé par une petite remontrance au violeur. Par contre, celui qui avait volé un poisson de blé, lui, s'est retrouvé en prison à Aix. Vous vous rendez compte, enfin, c'était beaucoup plus important à l'époque de voler un poisson de blé. Alors, en guise de conclusion, parce que je crois que je vous ai assez épuisé avec tout ça, il n'y a pas quand même que les difficultés, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi les fêtes, comme aujourd'hui. Là, je vous dirais que c'est le comité révolutionnaire en train de chanter la Marseillaise, en quelque sorte. Bouc apparaît en tout cas comme un village, pendant cette période, un village qui avait une très forte cohésion, qui a su défendre l'intérêt de ses administrés, qui a su protéger les siens, autant que faire se peut. Bien entendu, alors ça passe, on l'a vu tout à l'heure, par l'aide aux pauvres, l'aide aux malades, par la protection de quelques-uns qui ont déserté. Ça passe par le rôle de ces édiles qui se mettent en premier plan pour dire aux autorités nationales que bon, c'est bien gentil, mais il faut aussi que les villages puissent vivre. Et puis finalement, il y a le goût de la fête qui ressort, ce qui est tout à fait normal. Pendant cette période de révolution, on fait des fêtes. Là, vous avez par exemple le symbole de fête révolutionnaire avec tous les éléments, à savoir à la fois le banquet républicain, l'arbre de la liberté qu'on vient de planter dans ce tour, le violonneux qui permet de mettre un petit peu de musique. Et donc il y a eu des fêtes, beaucoup de fêtes à Bouc, qui sont répertoriées également. Alors il y a les fêtes votives qu'on a débaptisées, bien sûr, on ne peut plus les appeler l'Assomption, etc., mais on continue pendant ces périodes de fêtes de festoyer, en quelque sorte. Et puis il y a des nouvelles fêtes qui ont été inventées par la Révolution. Alors au début elles sont quand même assez ennuyeuses, parce que tout le monde est un peu figé quand même, hein, un peu la trouille, donc on n'ose pas trop déborder. La première, c'est la fête de la Fédération en 1790. Il y a un descriptif qui est assez long, avec la façon dont les gens vont défiler, etc., ce qui est prévu et autres. Il y a eu une fête importante au moment de la prise de Toulon. On a fêté la reprise de Toulon, et donc là, les villageois reçoivent l'ordre d'illuminer leur maison. Il faut mettre des chandelles partout. S'ils ne le font pas, ils sont jugés comme suspects, risquent la prison. Donc il y a des bougies partout, il n'y a pas de problème, tout le monde est clair. Et beaucoup plus intéressant, il y a un banquet, il y a de la musique, il y a des danses toute la nuit. Il y aura également la fête de la paix avec l'Autriche, qui est une très grande fête, et c'est là qu'on a planté l'arbre de la liberté à Bouc, à ce moment-là, le premier arbre de la liberté. Et enfin, en l'an 6, il y a eu la fête de la souveraineté du peuple. Là, c'était absolument grandiose, avec des chars défilés à l'antique, avec les enfants, les personnes âgées, avec les édiles, avec tout ce que vous voudrez. La fête a duré toute la journée. Il y a eu un grand banquet, des farandoles, évidemment toujours au son du tambourin, au son du fifre et de tout ce que vous voudrez.
Voilà, donc c'était la vie de Bouc pendant la Révolution. Et vous pouvez aussi vous renseigner avec les journaux de l'époque, puisque vous savez qu'il y avait des journaux, et en particulier un journal qui s'appelait le Journal de Provence, qui a duré toute la Révolution et qui était un petit journal où il y avait tout ce que vous voudrez, y compris les petites annonces, y compris les informations locales. Voilà, j'en ai terminé avec Bouc. Saturé. Oui. Pourquoi vous, le quartier Versailles, la rue Bourbon, et avait-il dans l'église de Saint-André, les royalistes avaient planqué des tableaux de peinture grise qui étaient à Marseille pour pas qu'ils soient pris par les bâtiments nationaux. Alors là, il va falloir s'adresser aux gens de Bouc-aux-Mémories plutôt qu'à moi. Mais de toute façon, rue Bourbon, alors Versailles et Bourbon, ce sont des appellations assez tardives qui datent du milieu du XVIIIe. Déjà. Ce quartier-là s'est développé à peu près au milieu du XVIIIe, au moment de la croissance. Pour ce qui est de ce qui a pu être caché à droite et à gauche, honnêtement, j'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je ne vais pas essayer de vous raconter quoi que ce soit. Mais je pense que les gens de Bouc-aux-Mémories seront peut-être plus à même, je ne sais pas s'il y en a là-bas. Ils sont au courant. Non, là, je suis pas sûr. Je peux avoir des tableaux, je suis pas sûr. Mais en revanche, le quartier Versailles, ça date du milieu du 18e. Avant, on n'a pas cette appellation, mais il semblerait que ce soit à ce moment-là que, que les premières maisons se soient véritablement construites. Sur les cadastres 17e, ça n'existe pas. C'est à partir du 18e. Non, mais la rue Bourbon, elle est dans le vieux village. Oui, non, mais la rue Bourbon, elle est restée parce que elle n'a pas été débaptisée ensuite, c'est tout. Elle a dû être effacée sous la Révolution et réapparaître au moment de la Restauration, ça ne gêne personne, comme Vertas, des gens qui sont passés et qui sont pas passés. C'est un problème. Oui. Relais de poste, tous les km, et apparemment, sur doute, on a cité déjà plusieurs. Ils arrivaient à vivre tous ces Oui, il y en a postes beaucoup. à 6 km. Alors déjà, sur les grandes routes, c'était pas tous les 28, c'était tous les 14. Et en général, il y avait 2 ou 3 réseaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un réseau A, B, C, un deuxième réseau D, E, F, et une troisième, en fait. Selon les... Tu avais le relais de poste officiel, et puis les relais de poste également qui alternaient. Parce que chacun n'avait pas, par exemple, la poste du Père Rouge avait 22 chevaux, mais il y avait des relais qui n'en avaient pas autant. Et du coup, quand un relais était vide, on passait au relais suivant. Il était au pain parce que c'était en haut de la côte de Marseille. Voilà. Il avait établi les chevaux avaient besoin de souffler en haut de la montée depuis Marseille. Oui, mais il y en avait également de ce côté, parce que de toute façon, il y en avait tous les 14 km, il y avait des relais. Il y avait des réseaux, donc exactement, c'est un réseau quand même. On va dire en total échelle si vous voulez, mais effectivement, il y avait des réseaux de chevaux, de distribution de chevaux. Oui. Coupenne, là où est le métro, c'était l'ancien hôtel, c'était un relais de Oui, il y a de toute façon, il y en a donc ça des devait relais. faire à peu près 14 km par rapport au centre de Marseille. Exactement, c'est la distance. Vous avez reçu de l'appellation du village Oui. La Bouc, c'est le nom d'ancien. C'est le nom. L'origine, non, en fait, il y a on ne sait pas trop si c'est par rapport, parce qu'il y a Cabriès et la chèvre, Cabriès et la chèvre, ici. Est-ce que ça vient de le passage aussi, le Bourbon? On ne sait pas trop. On a plusieurs possibilités, mais on ne sait pas trop laquelle choisir, donc là je ne trancherai pas. Par contre, alors, pour l'anecdote que j'ai trouvée dans c'est Jean-Louis Pietri qui avait trouvé un document aux archives. Sur Bouc, on élevait des moutons, on élevait des volailles, des porcs, mais il y avait interdiction d'élever des chèvres.
Voilà, ce qui est quand même assez rigolo. Et il semblerait que ce soit parce que les chèvres sont trop destructrices des végétations, donc les Moukas n'avaient pas le droit d'élever les chèvres. Voilà. Ça fait partie de ces petits trucs comme ça qu'on trouve parfois au détour d'un papier. Oui, non? Finish? Je vous ai assommé totalement. Oui, ce que tu disais des chèvres. Oui. Il y a Bouc, le blason du bouc, et à Cabriès, la chèvre. Donc c'est bien une existence. Oui, encore que. Est-ce que c'est un cerf? C'est un cerf. C'est un cerf dressé. C'est le cerf. Ah oui, c'est pas. Alors là, les origines, il y a deux origines. Le cerf dressé, c'est la famille de Sérignan. Albertas avait le loup rampant, puisque c'est le cerf d'or et le loup de gueule, c'est-à-dire rouge. Albertas avait remplacé le blason des Sérignan par le sien, mais on est revenu avec nous, on est revenu au blason de Sérignan, avec le cerf. Sérignan, c'est ça. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Béatrice Formé et tous ceux qui ont vu avec elle à cette conférence. Et vous-même, vous avez. C'est Jean-Pierre Robot qui parle des Albertas. Voilà, qui a parlé de l'Albertas, qui étaient les seigneurs Aujourd'hui, c'est nous. Voilà, allez, on va continuer.